C'est minable. Bah quoi? Ton déguisement, il est ringard. C'est ridicule. Ringard? Bah excuse-moi de pas avoir des moyens hollywoodiens, hein. Déjà que j'ai du mal à régler le problème du son. Nourris-moi! Quoi? Nourris-moi! Écoute, t'es pas une plante carnivore, alors je te nourrirai pas. Hein. Dog Soldier, c'est un film d'horreur britannico-américano-luxembourgeois sorti le 14 août 2002 et réalisé par Neil Marshall, un réalisateur américain connu pour des films comme The Descent, Doomsday ou Hellboy. Et je m'arrête sur The Descent 2 secondes. Je devrais pas, mais je vais. Après l'épisode qu'on a fait sur la crypte, on a reçu pas mal de commentaires qui nous disaient que le film était soit un plagiat, soit ressemblait étrangement à The Descent. Alors n'ayant jamais vu The Descent, j'ai pas vraiment tilté, mais je me suis renseigné. The Descent est sorti en Angleterre au mois de juillet 2005 et la crypte aux États-Unis en août 2005. Donc à 1 mois d'intervalle. Et 1 mois d'intervalle, c'est pas suffisant pour plagier un film. Surtout que The Descent a l'air d'être un film à tout petit budget, donc il a dû être tourné en 2 fois moins de temps que la crypte. Donc je suis désolé, mais pour moi, il n'y a pas de plagiat, c'est juste un curieux hasard. Enfin, trêve de digression. Observons plutôt ce petit couple qui fait du camping dans une forêt écossaise. Le soir venu, ils décident de se tripoter dans leur tente, mais sont interrompus par la fermeture éclair la plus longue du monde. Oui. Et si on se bécotait? Eh ben putain! Et t'as vraiment envie de nous bouffer après ça? Non, je pense que je vais me reposer un peu. Ah bah ouais, je pense bien, ouais. Si vous voulez, il y a des petits biscuits dans le sac bleu. Merci, c'est vraiment sympa. Mais dommage pour eux, ça se passe pas comme ça. Transition ensuite sur le soldat Cooper qui passe un entretien d'embauche pour une unité spéciale. Et tu m'étonnes qu'elle soit spéciale parce que v'là la gueule du test. Hein. Il est poursuivi, on lui pète la gueule, on lui demande de tuer un chien et le pire c'est qu'il est même pas pris dans l'unité. Soldat, si tu veux intégrer mon unité, tu vas devoir passer un test. Je suis prêt, commandant. Le test consistera à parcourir une distance de 79 km avec un pactage de 45 kg sur les épaules. Tu seras poursuivi par 3 jeeps armés de mitrailleuses calibre 50 qui auront pour mission de te tuer. Une fois arrivé à destination, tu mangeras les 2 tiers de ton pactage et tu en vomiras 25%. Ensuite, un avion passera à 127,50 m au-dessus de ta position et larguera ta mère avec un lest de 2 tonnes. Tu devras l'attraper avec les dents tout en sautant à cloche-pied et en étant enroulé dans une bâche faite en salsifis. Ensuite, tu découperas les liens de ta mère avec les griffes d'un raton laveur et tu l'allongeras dans un transat violet en attendant qu'il pleuve. Une fois qu'il aura plu, tu devras parcourir un champ de mine où vivent une colonie d'émeux carnivores jusqu'à arriver au point d'extraction où tu verras un hélicoptère dont tu devras fabriquer toi-même le moteur avec des boîtes d'allumettes. Non mais, ça va pas, non? Je savais que t'aurais pas les couilles de le faire. Non, le test, ça me dérange pas de le faire. Mais moi, je touche pas au raton laveur, hein. Tant tu rigoles, c'est plein de puces, ces saloperies-là. 4 semaines plus tard, un groupe de soldats commandé par le sergent Wells et dont Cooper fait partie, participe à un exercice qui consiste à trouver et éliminer une unité de SAS. Le début de leur escapade consiste à discuter le bout de gras. Il y a environ 2 mois, un couple faisait de la randonnée dans le coin. D'ailleurs, ils campaient par ici. Pendant la nuit, il s'est passé quelque chose. 2 ou 3 jours après, une équipe de sauveteurs a retrouvé leur tente lacérée, en lambeaux, aucun corps, mais il y avait du sang partout. Et faire de la randonnée. Et un soir, alors qu'ils discutent de ce dont ils ont peur... T'as la trouille de quoi, Spoon?
de la castration. Et après une petite blague, C'est l'histoire d'un mec qui entre dans un café, avec un petit chien sous le bras. Il le pose sur le comptoir et va s'asseoir. Le barman regarde le maître d'un air de dire « Mais c'est quoi ça ?» Il regarde le chien à nouveau et, surprise, il... Bordel de merde! ah putain c'est frustrant, c'est quoi la fin de la blague? Une vache éventrée leur tombe dessus de nulle part. Et à peine a-t-on le temps de se dire que pour balancer une vache de 700 kg faut être balèze, que l'équipe trouve les restes des SAS. D'ailleurs, le seul survivant est le capitaine Ryan, celui qui a fait passer l'entretien à Cooper. Et il est mal en point. Il remarque aussi que dans le camp, il y a des trucs bizarres, comme des fléchettes tranquillisantes, des caméras, des saucisses. Pour moi, c'est de la Francfort. Et il constate que toutes les radios sont mortes. Ça vous intéresse de savoir que dans une demi-heure, il fait nuit? Sérieux? Non mais il fait jour là quand même. Remarque, c'est vrai que dans les films d'horreur, il fait nuit à 15h30 alors. Ryan tente de les avertir que des choses insensibles aux balles conventionnelles rôdent quand des hurlements se font entendre. Merde! Bordel, c'était quoi ça? Je sais pas, peut-être une belette? T'as vraiment réussi les tests d'entrée, toi? Un soldat resté en arrière pour couvrir le groupe voit une des bestioles, mais... ah bah c'est ballot ça. Donc il s'enfuit parce que ça fait peur quand même, et... eh ben il a mis du cœur pour être empalé jusque là. Hein. Le bruit attire le sergent qui se fait ouvrir le bide par un truc qui fait le bruit d'un Pokémon quand on lui tire dessus. Cooper lui vient en aide. Oh putain, toutes mes tripes sont à l'air! On va tout remettre en place. Alors si jamais il y a un médecin qui regarde cette vidéo, je voudrais qu'il me dise en commentaire si ce que fait Cooper est faisable. Et le groupe échappe à ce qui est incontestablement des loups-garous. Ils sont aidés par Megan, qui passait par là en voiture, comme de par hasard, et après un petit coup de frayeur, elle les emmène dans une ferme sans propriétaire, où ils rafistolent le sergent pendant que les autres se tapent la cloche. Assis, à table, devant tout le monde qui mange. Non, ok, c'est des soldats, c'est des durs à cuire, mais il faut pas pousser non plus. Mais on n'échappe pas comme ça au gros toutou, parce que les loups-garous les ont suivis jusqu'à la maison et attaquent leur voiture pour les empêcher de partir. Foutu pour foutu, Cooper fait péter la bagnole pour tuer au moins un ou deux délinquants, mais vu qu'il y a que l'argent qui peut les tuer, bah ça sert à Walou. L'équipe se retranche alors dans la maison et soigne un peu mieux le sergent Wells. Frappe-moi! Bordel, t'es une gonzesse ou quoi? Frappe-moi! Ah oui, ça c'est de l'anesthésie générale. Vu qu'on en est à pas loin d'1 heure de film, normalement quelqu'un devrait nous expliquer ce que sont les monstres. Et c'est Megan qui se charge de ça. On a le droit au baratin habituel, contes et légendes, personnes disparues, balles en argent, transformation, pleine lune, etc. Cooper lui présente alors l'équipe et entame l'interrogatoire du capitaine Ryan qui semble d'ailleurs péter la forme. Ils ont à peine le temps de découvrir son facteur autoguérisseur que les loups-garous coupent le générateur et attaquent de tous les côtés. Et y a pas à dire, les gars sont pas finaux. Entre celui qui reste près d'une fenêtre et l'autre avec son tromblon qui s'approche tellement que la bestiole lui choure et tire même avec d'ailleurs. Ah, et si jamais d'aventure vous vous retrouviez encerclé dans une vieille ferme par des loups-garous, n'oubliez pas d'emporter avec vous un bon canon avec un flash. Parce qu'a priori ça effraie les loups-garous. Bon, je vous explique. En voulant sauver le sergent, Cooper fait tomber son arme, donc il prend le premier truc qui lui passe sous la main, à savoir un appareil photo, avec lequel il arrose les gros toutous. Bon, ça marche, mais un coup de flingue c'est quand même mieux, même s'ils sont insensibles aux balles conventionnelles. Bah il faut bien qu'on fasse quelque chose en attendant, non? On va pas se laisser bouffer bêtement. Sinon on fait quoi? On s'enduit le maillot et on attend qu'ils viennent? Ouais, c'est pas faux. Et alors qu'ils pensent avoir repoussé l'envahisseur, l'un d'eux se fait emporter sous les yeux d'une Megan impuissante. Bon, nouveau plan, créer une diversion pendant qu'un des soldats va chercher le 4x4 qui est dans la grange derrière la maison. Witherspoon, le dingue de l'équipe, s'occupe des vilains pendant que Joe fonce vers la grange. Il y arrive sans encombre, rentre dans la bagnole en faisant un petit peu de bruit, tripote les fils et démarre la voiture. Et juste devant lui, un des loups-garous se fait un dîner en tête-à-tête et l'attaque. Donc dans cette scène, soit le loup-garou est aveugle, soit le mec est sourd. Parce que le loup-garou est assis juste devant la voiture. Alors ok, il fait nuit, mais il fait pas de noir quand même. Et au pire, même s'il n'y a pas la lumière de la lune, il y a bien la lumière des projecteurs de l'équipe technique, non? Witherspoon manque de se faire tuer, mais par le pouvoir des ISO, meurt créature démoniaque. Et alors que Joe arrive près de l'entrée de la maison pour que les autres sautent dans la voiture... Je vais te crever, enculé! Non mais attends, quand le mec est sorti de la grange avec la voiture, il faisait marche arrière. Et en plus, il était comme ça. Le mec, il a pas vu le loup-garou sur la banquette? Bref, le plan est loupé. Et putain, la mare de sang qui coule de l'habitacle. Le mec, c'était une citerne, sérieux. Enfin, pour se consoler, Megan joue Clair de Lune de Debussy au piano.
Clair de lune, loup-garou. Vous avez compris? Je pense que s'ils avaient été attaqués par des brochets, il y a de fortes chances qu'elle ait joué la truite de Schubert. D'ailleurs, au passage, ce serait peut-être pas mal d'accorder le piano quand même, parce que ça... Le capitaine Ryan se fait un petit peu plus bavard et annonce qu'il avait connaissance de la présence des loups-garous et a utilisé l'équipe de Wells pour attirer les dites bestioles et en capturer une, et peut-être, pourquoi pas, en faire une arme de guerre. Ce qui, depuis Alien en 1979, est un putain de cliché. Bon, vu qu'il en a marre de parler, il se transforme, il fout un petit peu le merdier et s'échappe. Mais juste avant de s'échapper, il a quand même pris la pause, peut-être pour la couverture du prochain Playdog. Et au vu des révélations de Ryan, il est évident que le sergent Wells va prendre le même chemin. Wells en est conscient et demande donc à Cooper de partir pendant qu'il reste à occuper les loups-garous. Et puis, on ne sait pas comment ça vient, ce truc-là. Peut-être que ça te prend, je sais pas, comme une envie de pisser, va savoir. Ou comme une envie de chier. Mais c'est pas non plus parce qu'on en a envie qu'on baisse le pantalon et qu'on fait. C'est toujours ça que j'ai aimé dans l'armée. La finesse du propos. Une réflexion de Megan leur donne l'idée de faire péter la grange. Et après coup, il se trouve que la nénette est en fait une méchante bébête et a fait rentrer toute sa petite famille dans la maison. Il fallait abréger ses souffrances. Bon débarras. De toute façon, je l'aimais pas. Elle joue avec un piano désaccordé, moi j'aime... Le dingue Witherspoon se la joue Cassius Clay avec un loup-garou, mais bon, ça mène à rien. Et Wells et Cooper se retranchent à l'étage, sauf que les loups-garous ne lâchent pas l'affaire aussi facilement. Alors par contre, je veux pas être chiant, hein, mais la cabane, c'est vraiment du boulot de sagouin. Sérieux, les portes volent en éclats comme un rien, les murs, c'est du papier, le lavabo, d'un coup de tatane, il fout le camp, et le parquet, j'en parle même pas. Non, sérieux, c'est pas du boulot, ça. Sur les ordres de Wells, Cooper se cache au sous-sol, et au moment où les loups-garous vont l'achever, celui-ci fait péter la baraque avec la gazinière. Et c'est là où je me dis... ça se voit qu'on est dans un film. Parce que moi, toutes les fois où j'ai essayé d'allumer une plaque de gaz, ça faisait à peu près ça. Cooper, seul survivant, et c'est d'autant plus fort que l'explosion n'ait absolument pas touché le sous-sol, se retrouve nez à nez avec le loup-garou Ryan. Par chance, un coup de papier en argent lui permet de l'affaiblir, et il le tue d'une balle dans la tête. Ça faisait au moins 12 ou 13 ans que j'avais pas vu Dog Soldiers, et je me rappelle qu'à l'époque il m'avait laissé une bonne impression. Et ben, à le revoir, je trouve qu'il est encore vachement bien foutu. Bien sûr, il a pris un coup de vieux, mais il est toujours aussi efficace. Le scénar va au plus simple, on se perd pas en mise en place d'actions superflues ou en sous-intrigue. Là, je dirais qu'on est vraiment en présence d'un film où il faut pas réfléchir. On voit des militaires survivre à des loups-garous pendant 1h30 et c'est tout. La psychologie des personnages est simple, mais il y a ce qu'il faut. Le dingue, le méchant, la mystérieuse, le loyal, le chef paternel, etc. En somme, c'est convenu, mais c'est interprété sans excès et juste assez pour qu'on y croie. D'ailleurs, même les loups-garous sont simples, hein, c'est vraiment la légende la plus basique. Ils craignent l'argent et se transforment les nuits de pleine lune. Et d'ailleurs, un truc assez intéressant, c'est que le film n'est pas un film de loups-garous avec des militaires. C'est un film de militaires avec des loups-garous. Les militaires du film, qu'on les aime ou pas, sont des personnages auxquels on peut s'identifier à un moment ou un autre, en imaginant ce qu'on ferait dans la même situation. Ce qui fait qu'on développe de l'empathie pour eux, et surtout, on croit à ce qu'on voit. Je trouve pas les personnages mal écrits. Ils sont peut-être un peu légers, mais ils sont concrets. Mais bien sûr, le scénar est pas exempt de défauts, hein. Niveau dialogue, il y a des fois où les mecs se sont emballés. Avec ça, tu vas devoir te manier le cul, mon pote. N'oublie pas de t'occuper du tien surtout. Parce que quand ça va sauter, ça fera comme dans un brisky prête. En tout cas, ça dépend de toi que ça marche. T'inquiète, ce sera béton. Ça rime avec fais pas le con. Certains moments sont pas mal ridicules, il y a de drôles d'incohérences, mais c'est surtout au niveau de la mise en scène que ça déconne pas mal. Donc on va passer directement à la mise en scène. Ça va dans tous les sens quand il y a de l'action, c'est abusé. C'est une remarque que je fais souvent et qui reviendra de plus en plus, puisque ça fait au moins 20 ans que c'est comme ça au cinéma. En général, il y a deux explications majeures à ce genre de problème. La première, c'est que le caméraman et le monteur sont des aliénés, et la deuxième, c'est que c'est en général fait pour cacher la misère ou le côté un petit peu rigide des animatroniques. Bon, il y a aussi le fait que la caméra qui bouge renforce l'action. Ça, c'est un conseil que Steven Spielberg avait donné à Michael Lantieri sur le tournage de Komodo. Il lui avait dit, la caméra doit suivre l'action. D'accord, mais quand l'action se passe dans une montagne russe, c'est pas ouf. Dans le cas présent, je pense que c'est surtout pour cacher le fait que les marionnettes des loups-garous étaient pas des masses mobiles. À bien y réfléchir, on les voit très souvent,
mais au final on les voit pas tant que ça, parce que ça va très vite. Et ça dessert le film, je trouve. Mais sinon on peut pas nier qu'il y ait une ambiance dans ce film. Le huis clos dans la maison fonctionne bien, l'atmosphère est flippante, et à chaque attaque, d'ailleurs le film est très riche à ce niveau-là et laisse rarement le temps de souffler, on est pris par la rapidité des événements et l'incertitude de la survie des personnages. Dog Soldiers est sorti pendant l'été 2002, un été qui a été riche en monstres, et a été réalisé avec environ 2,5 millions de livres sterling, soit quelque chose comme 2 800 000 euros. Donc vraiment que dalle même pour l'Angleterre. Et il en a rapporté à peu près 3,5 millions. Avec un budget microscopique, vous vous doutez bien que les effets numériques ont été bannis. Il n'y a que des effets physiques et des animatroniques. La conception des loups-garous a été confiée à Bob Kint. Avant de faire cette critique, je connaissais pas ce monsieur, mais il se trouve qu'il a un parcours qui est très riche et très curieux. Riche parce qu'en début de carrière, il a travaillé sur les effets de maquillage et de costumes de films très connus, la saga Star Wars, Superman, Alien ou même l'Histoire sans fin. Et curieux parce que dans la suite de sa carrière, il a réalisé ou travaillé sur des films au succès critique et public plus mineurs, comme la saga Hellraiser, Highlander, Donjons et Dragons, et il a même réalisé un film dont on parlera cet été, Le Monde Perdu. C'est donc un vétéran du maquillage et des costumes qui a travaillé sur Dog Soldiers, et ça donne une vraie qualité au film. Les loups-garous, quoique un peu rigides, sont pas mal du tout. Leur stature est impressionnante, surtout quand on se dit que des cascadeurs étaient dans les costumes et se déplaçaient avec. D'ailleurs, le système de maintien dans le costume était une telle torture que très rapidement les mecs avaient des crampes. Je pense que ça explique en partie le côté rigide des monstres. Dans l'ensemble, ils ont de vraies gueules de loups-garous, et ils ressemblent beaucoup à ceux de Hurlement de Joe Dante. Et c'était une volonté de Neil Marshall, parce que pour lui, les seuls vrais loups-garous du cinéma, ce sont ceux de Hurlement. Alors après, je suis moqueur, mais je trouve qu'ils ressemblent un petit peu à Ville Coyote quand même. La bande originale a été composée par Mark Thomas, qui a beaucoup composé pour la télévision, mais aussi pour le cinéma, puisqu'il a fait les musiques de Rottweiler et Wilderness, qui sont deux films avec des chiens pas très sympas. Il en ressort deux thèmes. Le premier est un thème qui me rappelle pas mal les bandes originales des années 90, genre celle du Fugitif, Le Chacal ou SS Alabama. C'est militarisé, ça fait un peu cause perdue, mais faut combattre quand même. Le second est un thème beaucoup plus triste et mélancolique. Ça me rappelle ce que faisait Hans Zimmer dans les années 90, sur The Rock par exemple. C'est le genre de thème qu'on entend souvent quand le mentor du héros meurt ou quand le méchant gagne. Dans l'ensemble, la musique est très bonne et rehausse vraiment la valeur du film. Et il n'y a pas que ça qui rehausse la valeur du film, parce que qui dit film anglais dit acteur anglais, et qui dit acteur anglais dit très bon jeu d'acteur. Concrètement, de tout le casting, il n'y a que 3 noms qui ressortent. Liam Cunningham, depuis Game of Thrones, c'est complexe d'oublier son visage, mais il a aussi joué dans La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon, Le Choc des Titans, et l'Irlandais, qui est vraiment très drôle. Sean Pertwee, je le connais surtout comme le Alfred dans Gotham, qui est une série sympa, même si elle prend quelques libertés avec certains personnages. Et au cinéma, il a joué dans Even Horizon, de Paul W.S. Anderson, dans Doomsday, de Neil Marshall, où il retrouve la quasi-totalité du casting de Dog Soldiers, dans Soldiers avec Kurt Russell, et dans Howl, un film sorti en 2015 avec une fois de plus des loups-garous. Quant à Kevin McKidd, après avoir joué dans Trainspotting, on l'a pu le voir dans Kingdom of Heaven, le premier Percy Jackson, et dans les séries Rome et Grey's Anatomy. Finalement, Dog Soldiers est une série B qui est devenue classique. C'est un film honnête, pas prise de tête et qui n'est pas avare pour montrer ses monstres. Même s'ils sont un petit peu rigides. Et avant de finir, j'aimerais faire une annonce. Chers abonnés et abonnés et eux, sachez que ça fait maintenant 1 an que nous subissons les affres de la Covid-19. Confinement, couvre-feu, attestation et tout le merdier. Monstre de film a été beaucoup affecté par cela. Évidemment, nous avons eu la maladie, mais nous sommes aujourd'hui en bonne santé. Mais nous avons dû changer nos plans. Nous avons dû repousser certains tournages et nous avons dû mettre entre parenthèses une idée de scénarisation qui aurait été un fil rouge conducteur à suivre pour les spectateurs d'épisode en épisode. Nous n'avons pas renoncé à l'idée, mais nous avons dû la mettre entre parenthèses. Mais je vous le dis, cette fois c'en est trop. Ça a beaucoup trop duré. Alors à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous regardez cet épisode, même si peut-être qu'on est déjà en 2023 et que du coup, c'est déjà passé, mais à partir d'aujourd'hui, l'histoire de Monstre de film va reprendre là où nous l'avions laissé.